qui ne connaissent pas encore Pink Innov, c'est une association qui regroupe des hommes et des femmes de l'innovation. L'objectif de Pink Innov, c'est de déciloter la connaissance au travers d'intervenants tels que ceux que vous allez avoir aujourd'hui pour s'inspirer de ce qui se fait ailleurs avec cette idée toujours de fond qui est un esprit maker. Donc, en fonction des interventions, on réalise aussi des ateliers d'intelligence collective pour partager des méthodes, mais surtout pour apprendre à travailler différemment ensemble. Pink Innov organise aussi en parallèle des dîners entre pairs qui sont des ateliers sur des thématiques particulières durant lesquels on expérimente une méthode, un savoir-faire où des directeurs innovation, des CEO d'entreprise, des directeurs marketing partagent en tout cas, en toute intimité, par des groupes de 10-15, des sujets, des thématiques, mais aussi des deliveries. Alors aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble, c'est un sujet orienté finance, mais pas que. Mais l'idée, c'est de comprendre comment mieux valoriser son activité, son entreprise dans le cadre d'un financement. Et on aura deux parties dans cette présentation. Une première partie présentée par Sylvie Gamay, qui est CEO de Nolwenn Innovation et qui va du coup vous présenter la façon de pouvoir valoriser son activité, son entreprise à travers notamment des paramètres liés à l'immatériel, mais aussi la propriété intellectuelle. Et puis, une fois qu'on aura eu cette vision de la façon dont on peut valoriser ses actifs, Sébastien Faudemer de Fertilise va vous apporter une vision de ce qui existe aujourd'hui sur le marché en termes de financement, à la fois en France, en Europe, et puis aussi avec un tour lié au private equity. Alors, ce que je vous propose, c'est d'avoir les deux interventions et puis à chaque intervention, peut-être de poser vos questions si vous en avez, ou on les fera à la fin. C'est totalement ouvert, en tout cas dans le fonctionnement. N'hésitez pas à intervenir s'il y a des choses que vous ne comprenez pas et vous avez besoin d'approfondissement. Alors, je vous propose de démarrer et de donner la parole à Sylvie. Sylvie, je te laisse la main pour partager ton écran et démarrer cette présentation. Voilà, ça marche, tout le monde voit? En tout cas, moi, je vois. Bon, bah super, magnifique. Donc, je vais en effet vous parler, comme le disait Hélène, de la valorisation pour ma partie. Donc, quand on recherche des financements, quand on innove, etc. Alors, en général, on ne fait pas nécessairement pour se dire, bah, tiens, je vais valoriser mon entreprise grâce à ça. On le fait en général parce qu'on en a besoin pour aller sur le marché, pour convaincre des clients, pour développer son affaire, etc., etc. Ça, je ne vous apprends rien. Par contre, on peut faire d'une pierre deux coups. Donc ça, c'est ça qu'on va voir justement dans ces quelques minutes ensemble. C'est de voir qu'est-ce qui compte finalement dans la valeur d'une entreprise. Et là, je parle vraiment de la valeur financière. C'est vraiment, voilà, c'est quoi qui rentre en compte quand on évalue une boîte. Et jouer là-dessus, justement, pour faire en sorte que sa boîte prenne de la valeur. Et comment on fait, on va dire à géométrie quasiment égale, pour faire que sa société, avec ce que l'on fait habituellement, gagne quand même plus en valeur que ce qu'elle pourrait faire, on va dire, aujourd'hui, avec peut-être les moyens que vous mettez en œuvre, sans forcément avoir quelques astuces, quelques petites briques en plus pour voilà, faire votre petit patrimoine entrepreneurial. Donc, je vais d'abord vous faire un petit tour d'horizon sur justement la valeur d'une entreprise, c'est quoi? Alors souvent on dit, bon voilà, ma boîte elle fait tant de chiffre d'affaires et tant de bénéfices, et puis c'est vrai que souvent cette vision comptable elle est quand même bien ancrée depuis un certain nombre d'années, mais finalement, quand on évalue une boîte, alors certes il y a des multiples et des choses comme ça qui vont tenir compte de la compta, mais en fait le fois quelque chose que l'on multiplie, le quelque chose il va dépendre de plein d'autres paramètres, et c'est ça qui est intéressant d'aller voir. Et en effet, ces paramètres, notamment, s'appuient la plupart du temps sur ce qu'on appelle des actifs. Alors, on le dit en comptabilité beaucoup, les actifs corporels, incorporels. Là, on va surtout parler d'actifs incorporels et je vais vous expliquer pourquoi.
Eh bien parce que, selon le secteur d'activité dans lequel vous êtes, et je pense que vous êtes particulièrement concerné, puisque si vous êtes sur ce webinaire, a priori, c'est que vous êtes quand même assez touché par le sujet de l'innovation, c'est que quand vous êtes dans un secteur d'activité comme ça qui est fortement poussé par de l'innovation, eh bien, une grande partie de la valeur de votre entreprise, de votre activité, va dépendre de ce qu'on appelle les actifs immatériels. Et quand je dis va beaucoup dépendre de ça, c'est 60 à 90%. Et je ne vous cache pas que dans tous les milieux biotech, enfin les milieux de pointe en matière de tech, bah, on est plutôt dans le 90% que dans le 60%. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais après, oui, mais c'est quoi des actifs immatériels? Comment on les montre, puisque c'est immatériel, hein? Autant quand on fait visiter une usine, on a des machines, etc. On peut en jeter plein la vue à nos visiteurs. Mais quand on est un éditeur de logiciels, par exemple, ou quand on est un bureau d'études R&D et que la seule richesse que l'on a, entre guillemets, et là, c'est pas péjoratif, mais c'est difficile à montrer, c'est un logiciel ou des brevets, des choses comme ça. Donc c'est un peu plus difficile. Donc la question, c'est comment on développe ça? Comment on développe les actifs immatériels et puis aussi comment on les valorise du coup? Ça, c'est quand même la question. Donc, petit point sur l'immatériel, parce que l'immatériel, c'est assez large en fait. On met plein de choses dessus et c'est tous les éléments qu'on va étudier en fait dans une société pour voir ce qu'elle vaut concrètement au-delà du bilan comptable et des chiffres qu'elle aligne dans sa compta. Donc, comme vous le voyez sur ce graphe, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte, que des choses a priori que vous connaissez, hein. Le capital immatériel d'une société, c'est d'abord, en général, ses clients, hein. C'est les clients récurrents notamment, la relation client, tout ce qui tourne autour du client, hein. C'est pas juste avoir des clients qui tapent à la porte et qui vous achètent de temps en temps une prestation ou un service ou un produit. C'est plus que ça. C'est vraiment aller voir quelle est la qualité de votre vivier de clients. Bien sûr, le capital humain, alors j'aime pas trop ce terme-là parce que ça fait un petit peu déshumanisé justement, mais il y a ce côté, voilà, est-ce que la société arrive à capter des talents, à les conserver? Est-ce qu'il y a des savoir-faire vraiment particuliers? Et dans ce cas-là, on va aller regarder ça particulièrement. Donc il y a aussi tout ce qui est management de ses ressources humaines, de ses salariés, l'ambiance, hein, donc là on va dans la qualité de vie au travail aussi. Donc il y a tous ces aspects-là, surtout en ce moment, j'ai envie de dire, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des vagues de démissions dans pas mal de sociétés, donc du fait de l'effet du Covid, etc., d'une crise de sens. Donc ce paramètre-là est de plus en plus important pour jauger de la pérennité d'une société. Donc pareil, aussi avoir dans un coin de sa tête, en fait, tout est lié. Ensuite, on n'y pense pas souvent parce que les actionnaires, souvent on les voit alors, soit comme une manne financière, soit comme une épine dans le pied, ça dépend des sociétés. Mais figurez-vous que si vous avez un volant d'actionnaire qui est particulièrement, on va dire, actif, impliqué dans la société, qui ouvre son réseau, enfin voilà, des actionnaires qui ne sont pas juste là, entre guillemets, pour donner une petite brique à un moment donné et puis espérer d'en récolter 2, 3, 4, 5, 6, 7 à la fin, c'est aussi quelque chose qui se valorise. Si vous avez des actionnaires qui ont une image de marque intéressante, etc., bien sûr, ils vont tirer en général la société qu'ils financent ou à laquelle ils participent par le haut. Si vous avez des actionnaires un petit peu lambda, c'est difficile à valoriser. C'est du bon sens en fait, mais bon, ça va mieux en le disant, comme on dit. Ensuite, il y a le capital partenaire. Donc là, pareil, si vous êtes partenaire avec des sociétés, des acteurs, des organisations publiques qui ont une certaine crédibilité, un certain statut dans votre marché, ça va venir renforcer bien sûr votre entreprise, ça aussi, ça se mesure. Les fournisseurs également, on l'a vu avec la crise du Covid aussi, notamment si vous avez tous vos fournisseurs en Chine, par exemple, maintenant, ça va poser problème. On va se dire, ce serait pas mal de diversifier. Donc, on va regarder justement sur portefeuille fournisseur, est-ce que c'est diversifié? Est-ce qu'il y a un risque particulier, une dépendance un peu critique par rapport à des fournisseurs? Donc, tout ça aussi, on regarde. Et là où j'y viens, parce que ça, finalement, ça reste du management, de la stratégie d'entreprise. En général, quand on est entrepreneur, le bon sens parle. Souvent, il n'y a pas besoin, on va dire, qu'on nous tienne plus que ça par la main, sauf ponctuellement sur des sujets un petit peu pointus, critiques, etc., au fur et à mesure du fil de l'eau de la société. Moi, je vais vous parler de là où on a la main, mais forcément, ça impacte aussi avec plein de choses que l'entrepreneur n'a pas forcément dans sa tête, ni dans sa formation au départ. C'est tout ce qui est aussi lié à l'innovation. Donc, comme vous voyez, l'innovation. L'organisation, on n'est plus sur le domaine de la qualité, ça recoupe plus ce que je disais avant, donc j'en parle pas trop, mais
ça peut aussi recouper tout ce qui est système informatique, en fait, hein, les systèmes d'information de l'entreprise, la façon dont elle est organisée de façon un petit peu automatisée, digitalisée, c'est là que ça va rentrer. Donc l'innovation de l'entreprise en elle-même, sa R&D, ou son innovation marketing, managériale, enfin tout ce qu'on peut mettre derrière ce mot innovation. L'API, c'est la propriété intellectuelle. Donc là, moi, je vais y revenir pas mal parce que c'est souvent là que parfois il y a beaucoup d'inconnus ou les gens ont des a priori. Donc, je vais essayer de les dégommer. Tout ce qui est base de données, bien sûr, hein, de plus en plus, avec la digitalisation, on en parle, la valorisation des données, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on regarde. Est-ce que c'est respectueux du RGPD ou d'autres réglementations? Voilà, il y a tous ces aspects-là. Et puis, de façon un peu plus extra-financière, on va dire tout ce qui est sociétal, RSE, donc ça c'est pareil, je pense que vous en avez entendu beaucoup parler. L'image de la société, le fait qu'elle soit respectueuse de l'environnement, des aspects sociétaux, etc., entre de plus en plus en ligne de compte. Il y a beaucoup encore de communication pure et dure là-dessus, mais vraiment juste à objectif de communication souvent. Mais de plus en plus, ça s'imprègne quand même, on va dire, par capillarité plus profondément dans le management. Et ça se ressent aussi quand on audite une société, hein. Donc, c'est aussi important et ça contribue aussi, tout est synergique, hein. Ça contribue à convaincre certains clients, à attirer certains talents. Enfin, voilà, c'est un peu tout, tout est lié, quoi. Et puis le business model de la société, mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est tout le sous-jacent qui va faire en sorte que justement dans votre bilan, dans vos actifs, dans votre compte de résultat, vous avez toutes les choses qui s'alignent convenablement et qui sont optimisées à fond. Donc ça aussi, bien sûr, quand on évalue une boîte, c'est quand même par défaut, j'ai envie de dire, la première chose que l'on regarde. Mais voilà, donc c'est un tout, en fait, le capital immatériel, et tout se répond. Donc généralement, quand on prend soin d'une partie, on est amené à prendre soin des autres, etc., etc. Donc c'est assez on va dire, c'est assez naturel, mais il y a des choses qui peuvent être optimisées, et notamment sur la partie propriété intellectuelle, innovation. Parce que sur la partie justement donc innovation, une société souvent a peut-être son bureau de R&D ou sa propre façon d'innover, faire de nouveaux produits, des améliorations, etc. Mais souvent, alors surtout quand on est, on va dire, plutôt TPE, PME, je vais dire, parce que les grands groupes, ils sont déjà bien au fait de pas mal de choses, les ETI aussi également, mais voilà, quand on est une plus petite société, et même quand on est indépendant, hein, j'ai envie de dire, l'aspect propriété intellectuelle, il est très important pour protéger justement tout ce qu'on peut faire d'innovation, et puis capter en fait ce que l'on produit et avoir des armes pour le garder dans son entreprise et ne pas que ça fuite finalement chez des concurrents, chez d'autres, chez des clients même, ou des fournisseurs. Donc il y a vraiment un aspect de protection à avoir, et souvent on se dit: «Ouais, ça coûte cher, moi je ne suis pas concernée, c'est pas intéressant», voilà. Il peut y avoir pas mal d'a priori, donc mais c'est important de se dire que ouais, ça compte quand même en fait, et je vais vous expliquer encore plus pourquoi après. Teasing. Donc sur la propriété intellectuelle, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce terme-là, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup parmi vous, mais quand même, on parle des brevets, des marques et des modèles. Ça, ce sont les actifs immatériels, propriété intellectuelle, qu'on appelle même propriété industrielle. Ce sont les 3 titres de droit qui sont les plus forts en matière de propriété intellectuelle. Et ensuite, vous avez les logiciels, tout ce qui est savoir-faire, le droit d'auteur, le secret d'affaires, etc., etc. Donc, on va parler de tout ça, parce que c'est en fait là-dessus que vous pouvez avoir une main particulière, et ce sont des choses que vous pouvez valoriser de façon un peu plus tangible, même si c'est de l'immatériel, vous pouvez vraiment le valoriser fortement et en faire des leviers aussi de financement ensuite. Donc, c'est quand même, voilà, petite astuce à avoir que je vais vous expliquer après. Tout d'abord, donc là, c'est la slide méchante que je vous fais. Donc, il faut plisser un peu les yeux, mais c'est des données très récentes, en fait, qui ont été publiées par BPI France sur l'appui de différents autres acteurs. Mais c'est des chiffres, quoi. Ça donne une idée plus concrète de ce que j'entends par immatériel et puis en R&D, quoi. Donc, en fait, les études ont montré auprès des PME et des ETI que les investissements immatériels en R&D apportaient un rendement de 11% par an, donc ce qui est quand même un peu plus que le livret A, vous en conviendrez. Donc, c'est plutôt pas mal en soi. Alors, le capital humain dont je parlais génère une survaleur importante pour les entreprises. Ça, c'est pareil, je pense que intuitivement, on s'en doute, hein, si on a des talents, voilà, ça apporte quelque chose. Les actifs immatériels organisationnels, donc là, c'est plus tout ce qui est système d'information, etc., dont je parlais,
sont reconnus comme étant des véritables leviers de croissance, de résilience, de potentiel innovant pour les entreprises. Donc voilà, si vous avez un système d'information qui fonctionne, qui est bien intégré, que les gens utilisent, c'est bête, mais c'est important quand même, bien voilà, ça va être un levier quand même assez fort, ne serait-ce que pour transmettre sa société. Il y a une sorte de flexibilité. On peut aussi adapter ces processus parfois facilement, hein, sauf si vous avez SAP. C'est une petite pique méchante, c'est pas sympa. Mais voilà, si vous avez des gros ERP, bien sûr, c'est moins facile, mais quand même maintenant, il y a de plus en plus de solutions qui permettent d'être flexibles, et c'est plutôt intéressant. Là où les données qui sont assez intéressantes et qui peuvent être interpellantes pour des PME et des TPE, c'est que par exemple, quand on investit 200 000 € dans l'immatériel, donc il faut pouvoir déjà, hein, on peut s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires de 9% sur 2 ans, ce qui est pas mal, surtout quand on est une entreprise un peu mature qui n'est pas dans une rampe de lancement. C'est quand même assez intéressant. Et sinon, si on n'investit pas, entre guillemets, à cette hauteur-là, ça plafonne à 5%, donc il y a un delta de 4%, mais voilà, c'est quand même mesurable en fait d'un point de vue financier. Donc du coup, aussi du regard du financier pur, c'est aussi intéressant parce que du coup, on peut valoriser l'immatériel. La rentabilité, sinon, diminue dans un premier temps. Bien sûr, on imagine que quand on investit, au départ, on perd un peu d'argent puisqu'on n'a pas tout de suite le retour sur investissement. Donc la rentabilité diminue, mais après, voilà, elle rebondit. Et généralement, ce point d'inflexion, quand ils ont fait leur étude, en tout cas sur les PME et ETI du panel, ils ont compris que c'était entre 100 000 € et 1,5 million d'euros. Donc là, pareil, c'est quand même un budget. Donc on se dit, oulala, ouais, mais comment on fait pour financer ça, pour investir ça, quand on n'a pas forcément la manne financière, les actionnaires qui suivent derrière, etc. Donc là, c'est une question à laquelle on va répondre au moins en partie avec Sébastien. L'investissement dans l'immatériel entraîne aussi une croissance de 6 à 7% des emplois sur un an, donc c'est quand même assez intéressant. Il y a vraiment un lien direct qui est fait entre l'immatériel et la croissance des emplois, la création d'emplois. Donc ce n'est pas forcément que l'innovation, mais il y a quand même beaucoup d'innovation derrière. Donc c'est quand même, tout ça est intéressant. Donc bien sûr, là où le bas blesse, c'est comme je le disais, c'est que toutes les entreprises en France n'investissent pas à la hauteur, à ces hauteurs-là pour sentir le bénéfice de croissance de chiffre d'affaires, le bénéfice de croissance en termes d'emploi, ou alors s'il y a une croissance d'emploi, mais c'est dur de les financer, par exemple. Et en fait, sur les PME, en tout cas celles qu'ils ont étudiées, ils ont noté que seuls 25% des PME investissaient dans l'immatériel, ce qui est quand même assez peu, hein, une entreprise sur 4, et souvent pas assez, ce qui fait que ces entreprises-là qui investissent, finalement, il n'y en a que 5% qui dépassent les 50 000 € d'investissement, et finalement, comme on est en dessous du fameux seuil de 100 000 € dont je parlais avant, eh bien, voilà, on ne ressent pas ce ROI, comme on dit, sur les investissements, ce qui fait qu'il n'y a pas un effet vertueux qui se crée. Il y a pas, on ne se dit pas, non, en fait, c'est vachement intéressant de faire de l'immatériel, puisqu'on n'investit pas encore assez pour ressentir puissamment, j'ai envie de dire, cet effet-là. Donc le cercle vertueux, comme je disais là, dans ma phrase finale, entre l'immatériel et la performance, va mettre du temps à s'installer, mais une fois que c'est en place, ça apporte une résilience et une confiance en l'avenir. Et quand on est une TPE, une PME, qu'on se pose des questions du genre j'aimerais faire rentrer des personnes dans mon capital, ou j'aimerais transmettre ma société ou la céder à une autre entreprise, eh bien cet aspect immatériel est très important parce que c'est ce qui fait finalement la valeur de l'entreprise, surtout si en plus vous êtes indépendant, imaginons à la tête de votre entreprise seul, sans actionnaire. En général, le défaut de ces entreprises-là, quand on les évalue, c'est qu'elles dépendent beaucoup de leurs personnes clés. Mais s'il y a de l'immatériel, en fait, l'immatériel en soi peut être quelque chose d'intéressant, même si on enlève la personne clé de la boîte. Et ça, c'est vachement intéressant de pouvoir jouer là-dessus et de réfléchir à quelle stratégie mettre en place pour que ça puisse être possible dans votre société, par exemple. Donc rapidement, pourquoi j'en parle autant de la propriété industrielle? Ouais, les brevets, les marques, etc. Vous en avez entendu parler. Pourquoi ça donnerait plus de valeur que si on utilisait simplement comme ça les choses sans faire l'effort de protection? Dans la vie d'une boîte, au début, en général, on crée une boîte parce qu'on a des connaissances, on a des données, on a une idée. C'est assez vaporeux, j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'ai pris l'image du cycle de l'eau. C'est un peu vaporeux au départ. Chemin faisant, la boîte se structure, elle s'organise, il y a de la documentation, de la connaissance qui s'accumule, etc., des procédures internes. Elle commence à devenir un petit peu plus,
construite, hein, mais ça reste encore liquide tout ça. Il n'y a pas vraiment d'éléments qu'on puisse accrocher, qu'on puisse transmettre, par exemple, à une autre société. C'est plus compliqué, disons. Et ensuite, quand la société est plus mature, en tout cas quand elle a des réflexes de propriété intellectuelle notamment, elle va créer vraiment des choses, certes immatérielles, mais qui sont un peu tangibles. Des bases de données, du savoir-faire. Le savoir-faire, on pourra en parler, je ne vais pas m'étendre là, je n'ai pas forcément beaucoup de temps, mais c'est aussi quelque chose qui peut être valorisé. Le secret d'affaires, les marques, les logiciels, les brevets, les dessins modèles, comme je disais. Toutes ces choses-là, en fait, que l'on crée de façon assez naturelle dans le flux de la société, sans forcément se dire « tiens, je vais les protéger », etc., bah, créer de la valeur et surtout des valeurs d'échange. C'est-à-dire qu'en soi, au-delà de l'entreprise, ces choses-là, vous pouvez les commercialiser, en faire commerce, faire des concessions de licence, céder des droits, etc., bah, indépendamment de l'entreprise, en fait. Donc, c'est hyper intéressant. C'est des sous-produits, entre guillemets, de l'entreprise, mais finalement, qui vont apporter de la valeur à la boîte. Donc, la stratégie de valorisation, justement, c'est les questions à vous poser, finalement. C'est quoi? C'est, bah, tiens, moi, dans mon activité, quels actifs j'ai? Comment je peux les valoriser? Donc, d'abord les protéger pour ensuite, justement, mieux les valoriser dans ma société. Ça va généralement de pair. Après, même s'ils ne sont pas protégés, bah, il y a peut-être des choses à voir, justement, pour voir comment les valoriser aux yeux des tiers, donc investisseurs, financiers, banques, etc. Comment je peux les valoriser donc, et dans quel contexte? Parce que selon que vous soyez, par exemple, en phase de transmission de votre société, de cession, que vous soyez en appel de fonds ou ce genre de choses, ou en recherche de financement autre, hein, ça peut être, voilà, il peut y avoir différentes choses à mettre en place qui peuvent être plus ou moins intéressantes. En fait, il y a des priorités à mettre en place. Et puis, en fait, ce qui est compliqué, en fait, dans cette histoire-là pour les entrepreneurs, de ce que je constate, c'est que c'est une stratégie qui allie beaucoup de disciplines dans lesquelles, enfin, qu'on n'aime pas forcément. Donc la propriété intellectuelle, le droit des affaires, le droit fiscal. Donc ça, c'est 3 gros mots. Généralement, quand on en parle, on fait: «Ouh là là, ça pique, je n'avais pas spécialement envie d'y aller» et pourtant, c'est d'une richesse folle. Donc puis bon, après, il y a les standards de la finance qui s'y mettent, mais ça, je ne vais pas vous coltiner, les lois IFRS non plus, enfin les lois, les standards IFRS. Mais voilà, en fait, il y a quand même beaucoup de droits derrière tout ça qui en sous-jacent et c'est ça qui fait que ça a de la valeur, en fait. Parce que le droit, bah, c'est vous pouvez, le revendiquer, ce droit-là. Alors que si vous n'avez pas ces titres de propriété industrielle, vous ne pouvez rien revendiquer à part le fait que vous avez fait quelque chose. Mais si quelqu'un vous le vole, vous le pique, le contrefait d'une certaine façon ou le copie même partiellement, bah, vous ne pouvez rien faire, quoi. Donc du coup, ça n'a plus de valeur. Donc c'est quand même un peu dommage. Alors, les actifs qui sont produits, donc comme je disais, c'est une monnaie d'échange. Mais pourquoi? Pourquoi faire? C'est sympa, mais moi, je veux les garder dans ma boîte, et cetera. Mais bon, ça sert à quoi concrètement, au-delà de la valorisation de la société? C'est d'abord, en général, ça fait augmenter le chiffre d'affaires, comme je vous le montrais, dans les chiffres, d'avant, là, sur ma slide un petit peu, mastoc. Donc c'est augmenter son chiffre d'affaires d'une certaine façon, puis c'est aussi diversifier ses produits, les consolider, faire en sorte qu'on ne soit pas copié. Donc comme on limite la concurrence, finalement, ça va avoir un impact, logiquement, si vous avez le marketing qui suit, évidemment, sur votre chiffre d'affaires. Ça permet de se développer sur de nouveaux marchés aussi, parce que quand vous avez des titres, bah, finalement, vous pouvez vous positionner sur un marché peut-être sur lequel vous n'êtes pas encore. Mais le fait de vous prévaloir, par exemple, d'un logiciel particulier, alors c'est pas un titre en proprement parler, mais voilà, si vous avez un logiciel que vous avez un peu protégé, bah, vous pouvez pas rentrer plus facilement, bien sûr, sur des marchés de ce type-là. Mais sur l'innovation pure et dure, j'ai envie de dire, voilà, type, voilà, tech, vous avez si vous avez un brevet, ça va être peut-être plus facile d'avoir des portes d'entrée et peut-être pas en direct, mais aussi avec des partenaires, par exemple, qui sont peut-être déjà sur ce marché-là, mais vous avez votre monnaie d'échange. C'est-à-dire, vous n'avez pas juste l'idée en disant: «Tiens, toc toc, partenaire, j'ai une super idée, est-ce que tu peux m'aider à la commercialiser?» Bah, si c'est pas protégé, le partenaire va dire: «Oui, oui, bien sûr». Puis peut-être qu'à la fin, si la confiance n'est pas spécialement là, ou en tout cas si c'est pas spécialement protégé, le partenaire, il peut très bien vous lâcher, mais continuer son petit bonhomme de chemin avec la superbe idée que vous lui avez apportée et vous n'avez pas forcément les moyens de vous défendre plus que ça. Donc du coup, voilà, comment faire pour valoriser ce que l'on a à proposer avant d'aller chercher un partenaire qui est peut-être déjà sur ce marché et qui aura du coup l'accès, plus facilement aux clients. Donc tout ça, voilà, ce sont des valeurs d'échange qui permettent vraiment de nouer plus fortement des partenariats, d'aller sur de l'open innovation de façon plus sécurisée, voilà, de favoriser la collaboration en fait, hein, en protégeant déjà ce que l'on a nous et comme ça on sait ce que l'on apporte à l'autre.
Donc, comme je disais, voilà, c'est la recherche de partenaires R&D industriels. Donc là, ça va être voilà, les actifs immatériels protégés particulièrement par la propriété industrielle vont être des sous-jacents fondamentaux dans les contrats de ce type-là. Et après, je vais vous parler un petit peu finance quand même, parce que là, on a parlé beaucoup de stratégie finalement, de développement, le fait que oui, ça valorise la boîte, etc. Mais ça valorise vraiment, c'est-à-dire on peut vraiment mettre des euros derrière tout ça, puisque les titres de propriété industrielle, comme il y a des droits derrière ça, donc une captation quelque part de choses que vous avez le droit de faire, eh bien ça a une valeur financière. Et particulièrement, par exemple, quand on crée une société notamment, ou même une filiale, hein, qui va être par exemple dédiée à un produit, une ligne business particulière que vous auriez développée, vous pouvez apporter ces titres-là en nature au capital d'une société. Donc, en gros, il y a un montant, puis il y a des parts sociales en face. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc plutôt que de créer une société avec 1 000 € de capital, ou votre love money au départ, bah, vous pouvez faire ça, oui, mais en plus, apporter ce que vous pouvez avoir déjà comme type de propriété industrielle ou logicielle. Donc notamment pas mal d'éditeurs développent un petit peu leur solution, voilà, sur quelques années, un peu en solo, et puis à un moment donné créer leur société. Bien plutôt que de faire ça, hein, donc la création de la société avec 1 000 €, 30 000 €, et cetera, mais ils apportent leur logiciel dans la société et du coup, ils vont se retrouver avec des sociétés parfois avec un capital social au départ qui est quand même assez impressionnant, qui peut friser le million, voire plusieurs millions d'euros. Et c'est pas la même chose quand vous vous présentez à un partenaire ou sur le marché avec une société qui a un capital de cet ordre-là, ou même auprès de financiers, par rapport à une société qui se présente avec 1 € de capital, quoi. Il y a encore on va dire, un effet d'affichage qui est très intéressant à ce moment-là. Donc c'est une hypothèse à avoir en tête, si jamais c'est une stratégie qui peut vous parler. Donc on peut le faire avec du logiciel, on peut le faire avec des licences, on peut le faire avec donc du brevet, des marques, des modèles, et cetera. Donc il y a quelque chose à penser à ce niveau-là. Et pourquoi pas des bases de données, mais ça c'est plus, voilà, faut voir la base de données en question. Donc il y a une valorisation directe quand on passe par ce biais-là. Ça vous crédibilise donc face aux partenaires financiers industriels. C'est une arme anti-dilution, c'est-à-dire que quand vous allez lever des fonds auprès d'actionnaires, le fait d'avoir déjà capitalisé votre boîte et en fait d'avoir déjà rendu quelque part tangible sur du papier sa valeur, au moins à un moment donné, hein, au moment de sa création, les actionnaires vont avoir quand même du mal à vous dire, en tout cas, il va falloir qu'ils redoublent d'efforts pour vous dire qu'elle vaut moins que ça. Donc c'est quand même assez intéressant, donc ça permet de limiter la dilution. D'autant plus avec une stratégie brevet, mais là, comme je ne sais pas exactement où vous en êtes chacun, je ne vais pas forcément aller là-dessus. S'il y a des questions là-dessus, on pourra creuser. Mais voilà, sur le brevet, il y a encore plus de souplesse sur le côté arme anti-dilution qui peuvent être imaginées. Après, il faut être vigilant sur la fiscalité parce que bien sûr, selon ce que vous apportez, etc., il peut y avoir des frictions fiscales, mais de moins en moins, hein. On est sous un régime gouvernemental actuellement qui fait qu'à ce stade-là, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été levées et fluidifiées. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on apportait un logiciel, donc c'était avant 2019, on pouvait être taxé sur la plus-value d'apport. Maintenant, c'est plus le cas. Enfin, en tout cas, vous pouvez demander une dérogation pour pas être taxé tout de suite, mais seulement quand vous partez de la société avec ce que vous y avez apporté. Et encore, c'est dégressif et au bout d'un moment, il n'y a même plus de taxation. Donc c'est assez intéressant aussi d'avoir cette pensée fiscale parce que voilà, c'est forcément lié, quoi. Et les autres droits aussi donc, sont éligibles à l'apport en industrie. Donc les autres droits, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout ce qui est savoir-faire, enfin tout ce qui n'est pas propriété industrielle ou logiciel. Donc savoir-faire, secret d'affaires, plutôt ce qui est data, réseau, enfin plus tous les matériels en fait, dont on a parlé avant, vont plutôt être considérés comme de l'apport en industrie. Il y a une différence avec l'apport en nature. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez le chiffrer, mais ça ne va pas vous donner de parts. Enfin, ce n'est pas ce chiffrage qui va vous donner les parts sociales. En fait, c'est le fait d'avoir ces droits-là qui va vous dire « Ok, on vous donne des parts sociales, mais elles ne vont pas avoir de valeur. Elles ne vont pas venir augmenter le capital avec des euros. » Donc, c'est la seule différence qu'il y a, mais une différence quand même notable avec les titres de pays. Donc, typiquement, si j'ai une idée, un concept, voilà, mais que je n'ai pas déposé de dessin de modèle, de marque, de brevet ou quoi que ce soit, ou que je n'ai pas démontré que c'était brevetable, eh bien ça va être de l'apport en industrie, ce qui est dommage parce que voilà, il n'y a pas d'euros en face, quoi.
Il n'y a que des parts sociales, ce qui est déjà pas mal, vous me direz, mais c'est quand même... voilà, il n'y a pas l'effet qui se coule, quoi. Alors, donc, ce sont des instruments juridico-économiques, les titres de pays, qui ont une valeur d'échange donc financière, au-delà du côté stratégique dont je parlais. Et donc après, si vous poussez encore le bouchon un peu plus loin, vous pouvez faire des montages, des choses intelligentes, etc. Pour même quand vous n'avez que des titres en interne, parce que vous n'êtes pas au stade de la création, etc., il n'y a pas cet apport en nature qui est possible, vous pouvez faire des licences intra-groupes, enfin, entre entités, vous pouvez faire des holdings, des machins, enfin, il y a plein de choses à faire, et qui vont en fait mettre du flux financier sur des licences, par exemple, et en fait, ça va venir valoriser ça. Un peu artificiellement, je vous le concède, mais mine de rien, aux yeux d'un financier, ça veut dire que vous avez des titres qui sont voilà, générateurs de flux financiers, Ouais, et donc c'est plutôt intéressant. mais c'est sur la propriété intellectuelle, je sais pas. Alors j'entends quelqu'un, mais c'était une question peut-être? Je n'ai pas entendu. Bon, ce sera pour plus tard. Donc voilà, après, toutes ces mesures de transfert d'actifs, ces licences, etc., c'est encadré, donc il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc ça, c'est juste petite mention, voilà, savoir que ça existe, mais ne pas faire n'importe quoi. Puisqu'après, le fisc, par contre, il ne vous loupe pas. Alors ensuite, et là, rapidement, j'arrive sur la fin de ma présentation, je vous rassure, je sais que ça peut être un peu costaud pour certains. L'évaluation financière des titres en soi, donc brevet, marque, modèle et compagnie, logiciel, ça sert à quoi? À plusieurs choses. Donc, comme je disais, apport en nature au capital. Donc là, c'est un effet direct qui est hyper puissant, notamment sur après les recherches de financement, de partenaires, etc. Donc, levier de financement, j'en parlais. C'est aussi mieux diriger, mieux investir. Pourquoi? Parce que vous pouvez par exemple aussi être dans la logique de tiens, j'ai pas forcément de titre de propriété là, mais je pourrais exploiter sous licence tel ou tel titre pour venir renforcer mon activité ou faire tel ou tel partenariat avec cette marque-là, et en quoi ça va venir renforcer ma valeur. Et en fait, avoir cette notion-là, plus que le côté intuitif du ouais, c'est cool, c'est stratégiquement, ça va être sympa de faire ça, c'est dire bah tiens, mais concrètement, comment ça va se valoriser? Et c'est idiot, mais ça permet parfois de faire des décisions, enfin de poser des décisions quand vous avez par exemple plusieurs opportunités, choisir celle qui a priori, avec un regard tiers, pourrait être la plus valeureuse pour votre société. Donc parfois, voilà, quand on est dans des entreprises qui commencent à être assez grosses, avec des portefeuilles de propriété industrielle un peu plus importants, il y a toute cette stratégie qui peut être mise en place. Mieux négocier, vendre et s'associer, oui, comme je vous le disais, pour entrer en partenariat, etc., ce sont des arguments de négociation qui sont très forts, puisque vous avez des droits, et que le partenaire, en s'associant avec vous, il a accès finalement à ces droits. Donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir mettre ça dans la balance et avoir des contrats du coup plus intéressants potentiellement. Et en tout cas, voilà, où vous avez votre place et vous ne vous battez pas pour avoir votre mot à dire dans ce partenariat-là. Et puis donc valoriser certaines activités en interne, là c'est plus par rapport au montage dont je parlais, mais il faut déjà être dans des sociétés un peu plus importantes, avec voilà, des services, etc., une comptabilité analytique et compagnie. Ça peut être un peu plus compliqué, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire avec la propriété intellectuelle au sens large dans les sociétés. Alors pour déterminer la valeur, donc en fait déterminer la valeur financière, donc au-delà, comme je disais, de la stratégie pure et dure de protection, c'est vraiment un outil stratégique de pilotage, quoi. Quand on peut avoir cette pensée-là, même sans forcément mettre tous les euros à la virgule près derrière, mais avoir cette réflexion-là, ça peut être vraiment intéressant donc, dans certaines prises de décision. Et pour mieux valoriser sa boîte, ça je pense que vous l'aurez compris, ou alors c'est que je suis une très très mauvaise présentatrice. Quand est-ce qu'on peut évaluer? Et là, je le fais très rapidement parce que j'en ai déjà parlé plus ou moins tout au fil de ce que je présentais. Donc, dès que vous avez en fait un contexte de transaction, vous voulez acquérir des titres ou une société, vous voulez vendre des titres ou une société, vous voulez créer une joint venture avec un partenaire. Donc là, on met en balance tout ce qu'on apporte dedans. Vous voulez réorganiser votre société en interne, etc., etc. Donc, il peut y avoir des transactions, même en interne, qui peuvent être sujets à faire de la valorisation, alors pour le coup financière plus, de ce que vous avez développé. Et là, attention, ce sont des sujets juridiques, il faut être très vigilant, puisqu'il faut que ce soit contractualisé, bien bordé, pour pas qu'il y ait de soucis. Vous pouvez avoir, quand on est pareil sur des groupes plutôt, des exigences réglementaires.
Donc là, ce sont des gros mots, peut-être que ça parlera à certains, mais du coup, je ne vais pas m'appesantir dessus parce que ce n'est pas vraiment le sujet du webinaire. Et donc, le pilotage de l'entreprise, j'en parlais aussi. Déjà, savoir identifier ses actifs incorporels, puisqu'ils contribuent à la valeur de ma boîte, et faire en sorte qu'ils soient le mieux valorisés possible voilà, pour d'hypothétiques transactions futures ou des levées de fonds. Mesurer ses actifs, savoir lesquels sont plus performants que les autres, comment on peut monter en performance sur certains. Et puis, gérer et piloter, c'est quand vous avez vraiment un portefeuille important, savoir à quel moment vous levez le pied, à quel moment vous accélérez sur la protection de certains actifs, ce qui implique derrière une veille technologique, une veille marché, sur voilà, quels sont les actifs qui vont être hyper importants dans les années qui viennent, et où est-ce qu'il faut qu'on mette finalement l'investissement. Donc là, c'est aussi intéressant pour savoir, voilà, est-ce que je rentre dans des projets, par exemple, européens, des choses comme ça, est-ce que ça vaut le coup pour justement avoir ce fameux volant d'investissement financier, donc à hauteur de 100 000 € ou plus, voilà, pour mettre la gomme, entre guillemets, sur tous ces aspects-là. Par exemple, si dans 3 ans, vous présumez qu'un marché va monter en puissance et que votre entreprise peut s'armer pour être sur ce marché-là dans 3 ans, mais que pour avoir ces briques-là, il faut qu'elle investisse, ça peut être intéressant d'envisager, tiens, est-ce que finalement, rentrer dans un projet européen financé par l'Europe, où là, il y a quand même une manne financière intéressante, ou faire simplement des consortiums avec des entreprises qui ont plus les moyens, en tout cas, tout ça se réfléchit, ça peut être intéressant d'y aller. En tout cas, pour se positionner, créer de la valeur, ensuite, pour potentiellement se faire racheter, transmettre à ses enfants, peu importe. Ça dépend de votre propre ambition et volonté de développement ensuite. Et là, je vais vous parler un peu fiscalité, et c'est mon dernier point. Et comme ça, après, je laisserai la parole aussi après à Sébastien, qui va justement, lui, aussi venir plus sur le côté financement en lien avec ce que j'ai pu dire. Et moi, comme je connais certaines mesures qui sont vraiment très, très liées à la propriété industrielle, autant que je voulais mettre dans le package. Donc, du coup, il y a le PASS-pays. Parce que souvent, on dit oui, c'est cher quand même de protéger, etc. Moi, l'API, franchement, j'y connais rien. Bref, ça a l'air chiant, pour le dire comme ça. Bon, sachez que l'INPI, voilà, il y a des dispositifs de financement, surtout pour donc il faut être constitué en société, donc start-up et PME. Donc ça s'appelle le PASS-pays, et ce sont des aides à hauteur, donc ils financent à hauteur à peu près de 50%, bon c'est plafonné à 3 kg €, donc on ne s'envole pas non plus super haut, mais qui vous permettent de faire les premiers pas, c'est-à-dire si vous avez besoin d'un contrat de licence, d'un avis sur une clause de propriété intellectuelle sur des contrats de travail, si vous voulez déposer un brevet, une marque, peu importe, si vous voulez avoir, même si vous voulez valoriser financièrement vos titres, voilà, moi mes prestations rentrent dans ce truc-là, vous avez quand même une aide qui, voilà, qui est toujours, qui existe, donc qui mérite d'être considérée. Donc le PASS-pays, donc ça c'est la première porte d'entrée, j'ai envie de dire, quand vous voulez aller sur l'API, et voilà, toquez à la porte de l'INPI. Vous avez aussi BPI-France qui se lance récemment, donc ça date de fin 2021, donc c'est vraiment tout frais, qui a lancé son diagnostic stratégie propriété intellectuelle, donc c'est un financement entre 3 000 et 10 000 €, qui est pris en charge à 80% par BPI-France, donc hyper intéressant aussi, et ça montre, ne serait-ce que ça, que même le gouvernement soutient à fond en ce moment tout ce qui est stratégie de propriété intellectuelle, ce qui n'était vraiment pas le cas il y a plusieurs années. Et c'est vraiment un indicateur fort, et c'est pas pour rien, c'est en lien aussi avec la géopolitique, le fait qu'ils ne veulent pas que les richesses de la France partent, fuitent à l'étranger, qu'en fait on capte l'innovation française en France, et du coup ça se traduit par de la propriété intellectuelle. Ils ne veulent pas que les entreprises investissent à perte, et notamment investissent à perte leur CIR, toutes les aides financières fournies par l'État pour favoriser l'innovation. Donc du coup, ils se sont dit, OK, on a financé l'innovation, mais à la fin, la protection, elle est un peu faiblarde. Donc du coup, hop, ils mettent le paquet maintenant aussi sur l'API. Donc c'est intéressant. Et fiscalement, et je finirai là-dessus, pareil, au-delà du CIR, du CI, de tout ce dont vous avez sans doute déjà entendu parler, pour ce qui est de la propriété industrielle, il y a des trucs super intéressants. Ça s'appelle l'IP Box dans notre jargon. En fait, c'est un dispositif qui vous permet d'avoir un taux réduit d'imposition sur les revenus de licence ou de cession des droits de pays. Donc, quand vous êtes sur des éditeurs de logiciels, c'est très, très intéressant. Et quand vous faites de la concession de licence, de brevets, etc., comme un modèle d'affaires, si vous êtes un bureau d'études, c'est aussi très intéressant, puisque ce taux réduit, c'est-à-dire vous ne payez pas 28% d'IS sur les revenus, mais seulement 10%, ce qui est quand même assez considérable.
imaginez pour un éditeur la différence que ça fait après en termes de potentiel d'investissement derrière, c'est énorme. Donc du coup, ça, c'est vraiment un truc, voilà, si vous ne l'avez pas dans votre champ de vision, essayez de vous pencher là-dessus. Et puis, comme je disais, capitalisation via des apports en nature. Là, pareil, mesure fiscale depuis 2019 qui a été levée. Du coup, la plus-value qui peut être associée à cet apport bénéficie d'un report d'imposition avec dégressivité jusqu'à exonération au bout de 5 ou 8 ans, je crois, à peu près. Donc, c'est intéressant aussi, là, de se dire, bon, OK, il n'y a plus de frein, on peut y aller, on peut apporter en nature allez, 2 millions d'euros, je vous fais rêver, mais ça, c'est déjà arrivé, sans être taxé, quoi. Donc, c'est formidable quand même. Voilà. Et puis toutes les aides dont pourra aussi vous parler Sébastien, pour vraiment vous aider dans l'investissement et le financement de tout ce que vous avez comme innovation dans votre giron, sont aussi des leviers. Et il y a des interconnexions évidemment, puisque souvent les assiettes, alors ça dépend de BPI France, ça dépend des régions, ça dépend de pas mal de choses, parce que c'est un peu à géométrie variable, je ne vous le cache pas. Mais le fait d'avoir un capital social, donc des fonds propres plus élevés, en général, monte l'assiette de financement d'autant, mais parfois, ils regardent un petit peu la composition. Donc, c'est-à-dire, si c'est de l'apport en nature un peu frais, ça se voit. Et donc, du coup, ils vont se dire, non, ça, on ne le prend pas en compte. Mais si vous êtes une société qu'ils ont envie de pousser particulièrement, ils vont fermer les yeux, ils vont plutôt le considérer. Donc, voilà, ça se tente, j'ai envie de dire, ça se tente. Donc, voilà un petit peu les petites astuces que vous pouvez avoir en matière de propriété industrielle, d'innovation, et surtout, comment ça contribue à valoriser votre société sous différents aspects, différents niveaux. Donc voilà, j'en ai fini pour ma partie. Merci Sylvie. Merci beaucoup Sylvie. Alors, est-ce qu'il y a tout de suite des questions avant qu'on enchaîne avec la présentation de Sébastien? Vous pouvez aussi les garder pour la fin, donc n'hésitez pas. Le micro est à vous si vous avez des questions. On va faire vite parce que du coup, Sylvie a un peu débordé. Et donc, pas de commentaires pour l'instant, on enchaîne? Bon, alors j'ai des commentaires, super présentation. Est-ce qu'on peut avoir la présentation? Oui. Ça sera diffusé. On va faire le montage vidéo, vous l'aurez en replay. Donc, du coup, je passe la main directement à Sébastien. Merci pour ce partage déjà d'écran, Sébastien. À toi de nous donner ce paysage quant aux investissements possibles et où est-ce qu'on peut aller les chercher. Merci, je vais essayer. Alors, bonjour à tous d'abord. Donc moi, je suis Sébastien Faudemer. J'ai une vision effectivement assez complémentaire avec celle de Sylvie. Pour faire court, je suis leveur de fonds maintenant. Du temps de Fertilis, j'étais consultant en financement de l'innovation, donc je m'occupais beaucoup de jeunes sociétés. On va dire de la création jusqu'à ce dans le jargon on appelle la série A, donc optimiser son financement public et éventuellement une petite levée d'amorçage. Et j'ai intégré maintenant une société qui s'appelle Cognitive Corporate Finance et qui fait de la levée de fonds. Je vais y revenir un petit peu dans le détail, de manière complètement généraliste et en particulier à partir des séries A, qui correspondent à les tickets qui ont eux-mêmes pas mal monté ces dernières années et qu'on peut établir grosso modo à 5 millions d'euros. Après, ça peut aller de 5 à 100, mais grosso modo, les séries A sont autour de 5-10 millions, les séries B autour de 10-20 millions, etc. Voilà, donc, si je reviens donc aux origines de ce que c'est qu'un produit innovant, donc effectivement, qui dit levée de fonds dit a priori société de croissance, et qui dit société de croissance dit innovation, fondamentalement. On pourra y revenir effectivement sur l'histoire du diagnostic brevet, du diagnostic pays, de la BPI, qui est effectivement un critère qui est devenu assez fondamental pour les investisseurs aujourd'hui. Mais l'innovation, au départ, d'un point de vue strictement financier, elle est liée à un marché. Le véritable point déterminant, et là je vous parle puisqu'on était dans la réglementation avec Sylvie tout à l'heure, je vous parle de réglementation.
Le slide que je vous propose relève directement de la Direction générale des finances publiques. Donc, pour éventuellement maximiser votre éligibilité au crédit d'impôt innovation ou crédit d'impôt recherche. Le premier point, c'est développer un produit commercial innovant. Comment on développe un produit commercial innovant? Eh bien, en créant une brèche dans un marché existant, de préférence le plus opulent possible. Et dans cette brèche, mettre en œuvre un savoir-faire que, a priori, personne d'autre ne fait de cette manière-là. Voilà. Donc, il s'agit du développement d'un produit commercial innovant ou de la transformation d'un produit commercial existant en innovation. J'ai un petit souci, parce que je ne vous lis moi-même pas ma slide. Voilà, là c'est mieux. Voilà, donc il s'agit tout à fait officiellement d'identifier des performances supérieures sur le plan technique de l'éco-conception, de l'ergonomie ou de fonctionnalité qui peuvent s'appliquer a priori absolument à la totalité des activités existantes pour déclencher un produit innovant. Donc, si je reviens dans la logique qu'explicitait Sylvie tout à l'heure à l'instant, à propos donc de la création d'une société, il est tout à fait recommandé pour rentrer dans le cercle vertueux des financements, de partir avec ce qu'on appelle des fonds propres. Donc, de commencer par capitaliser sa société. Effectivement, l'apport en nature est a priori le moyen le plus sûr, mais il convient tout de même de le mélanger avec un peu d'apport en cash. Pour constituer donc des fonds propres qui, a priori, vont vous rendre éligible à une mécanique vertueuse de financement public, en particulier auprès de la BPI ou de la Direction générale des finances publiques. Grosso modo, si vous mettez, on va dire, 100 000 € à la création de votre société, 50 000 € en cash et 50 000 € en nature, donc en développement. Ce genre d'apport doit théoriquement, évidemment, être validé par un commissaire aux apports, ensuite être annexé à au moment de la création des statuts, et le cas échéant, incorporé au capital. Ça, c'est une option, ce n'est pas obligatoire. Même si vous ne l'incorporez pas au capital, de toute façon, les fonds propres, ils seront dans la société et donc contribueront à élever la valeur de la société. Effectivement, c'est a priori tout positif. Bon, il ne faut pas non plus exagérer sur le sujet. Sylvie parlait d'1 million. En ce qui concerne, effectivement, je pense qu'il vaut mieux rester en deçà des seuils de 200 000 300 000. Sinon, je pense qu'on déclare. A priori, on est au-dessus d'un seuil d'alerte qui risque d'être en tout cas éventuellement regardé de manière plus poussée, plus approfondie par la DGFiP. Voilà, donc grosso modo, si vous arrivez avec 100 000 €, un mixte de cash et d'apport en nature, vous êtes éligible à un financement de la BPI spontanément de l'ordre de 100% de vos fonds propres et donc une aide, subvention ou aide remboursable, aide récupérable de l'ordre de 100 000 €. Ce qui vient accroître à nouveau vos fonds propres qui passent du coup à 200 000. Et là, effectivement, vous pouvez vous lancer dans une activité innovante, dans des développements et devenir éligible au crédit d'impôt innovation dans un premier temps. Comment on passe du crédit innovation au crédit d'impôt recherche? Comment on passe de, on va dire, une activité innovante à une activité de recherche-développement? Eh bien, c'est lorsque donc, vous avez décidé de vous intégrer sur un marché, donc au moyen d'un processus, d'un procédé innovant, vous faites un prototype et éventuellement, vous rencontrez à ce moment-là des problématiques techniques qui ne se résolvent pas sur étagère. Et là, vous basculez dans le monde de la recherche-développement. Ce sont des choses qui, généralement, arrivent dans un second temps, à moins que vous soyez fondamentalement positionné dès l'entrée sur une activité de rupture ou de R&D pure ou de deep tech, selon les terminologies contemporaines un peu à la mode.
Ensuite, le panel des subventions peut comme ça s'incrémenter avec des aides donc, et subventions de toute nature qui peuvent être locales, municipales, régionales, nationales et européennes, voire à l'export. Maintenant, plus ou moins tout passe par la BPI, qui est devenue un véritable monstre à 12 têtes. Je vous donne l'exemple de l'export, hein, qui était autrefois géré par la COFAS, une filiale des banques pop. Voilà. Aujourd'hui, c'est la BPI. Pareil pour le diagnostic brevet, l'API, la propriété intellectuelle dont parlait Sylvie. Vous avez des aides à l'innovation. Ensuite, vous avez des aides qui redescendent des programmes européens par la Caisse des dépôts, mais qui sont aussi gérés par la BPI, pour des programmes plus importants, éventuellement en consortium à l'étranger, avec une société ou un laboratoire de recherche placé à l'étranger. Et puis, vous avez, encore une fois, de très, très sérieuses aides à l'export. Le truc intéressant, c'est que la plupart des aides et subventions de la BPI visent à financer l'innovation, hein, donc des développements techniques. Les aides à l'export sont de nature complètement commerciale, donc très complémentaires à ça. Et la BPI finance aussi du capital venture, mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà, si vous avez a priori démarré de cette manière-là, à ce moment-là, vous pouvez entrer dans une logique de croissance et vous adresser à des fonds pour lever des fonds. On va dire que grosso modo, au jour d'aujourd'hui, les levées d'amorçage maintenant commencent après ce cycle-là, donc autour d'1 million d'euros, et que pour prétendre à une éligibilité pour une levée de fonds d'1 million d'euros, il faut évidemment commencer par faire environ la moitié de chiffre d'affaires a priori. Voilà, donc on est sur, là je viens de décrire un processus qui dure déjà par rapport à la création au moins 12 à 18 mois et généralement plutôt 24 à 36. Donc l'idée, c'est de remonter aux origines de l'innovation pour optimiser son financement public dans un premier temps et ensuite valoriser sa croissance et rentrer dans un processus de levée de fonds. Je tiens à préciser que ce genre de protocole s'adresse à toute société, évidemment à celle qui se structure dès l'origine pour devenir une start-up, mais également n'importe quelle PME qui se mettrait à faire de l'innovation. Je prends pour exemple un client qui fait que j'ai eu il y a quelques années dans le nettoyage industriel, dont l'objectif est de nettoyer des Sephora, des Galeries Lafayette et autres, ce qui n'est pas a priori spontanément une activité innovante. Il se trouve qu'il a développé, au bout d'un certain nombre d'années d'exercice d'activité, un logiciel de gestion client, un logiciel de gestion partenaire, et de gestion de ses propres effectifs, hein, en arrivant à réseauter des micro-entrepreneurs et à les mettre en groupe, en task force, et en les envoyant de manière quasiment automatisée au bon moment dans les bonnes succursales dont ils font le nettoyage. Ce logiciel a eu toutes les caractéristiques d'une activité innovante et a permis à cette société de récupérer quasiment 1,2 million de fonds propres, puisque les développements avaient commencé une demi-douzaine d'années auparavant, et à rentrer dans un processus de crédit d'impôt innovation, puis de crédit d'impôt recherche, à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Voilà, donc là, on parlait d'une société, d'une PME, a priori complètement classique, traditionnelle, qui faisait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a basculé dans le monde de l'innovation et de la levée de fonds, après une dizaine d'années d'existence. Le processus de la levée de fonds, alors par contre, là, maintenant, alors je ne vais pas non plus vous inonder de réglementation et de mots trop techniques, mais c'est un monde quand même très encadré. Les fonds d'investissement ne souhaitent pas parler en direct avec les entrepreneurs parce qu'ils considèrent que c'est un boulot de professionnel et de financier. Et surtout, on va dire que l'investisseur voit deux éléments qui vont le convaincre d'investir, indépendamment évidemment des critères qui sont associés au fonds en question concerné. Hein. Si, eux, par contre, ils ont vraiment des critères, ils sont vraiment sectorisés. Si vous êtes dans la green tech,
vous n'allez pas regarder un dossier de deep tech ou de health tech, enfin, etc. Mais quel que soit le secteur relevant, a priori, l'investisseur va regarder le marché. Là, on vient d'en parler. Et évidemment, s'il adresse des sociétés innovantes, a priori, ce problème-là est réglé, mais quand même pas de la même manière à chaque fois. Et le deuxième truc, c'est l'équipe. Or, il est pas forcément, on n'est pas soi-même forcément la meilleure personne pour se présenter de manière optimale, spécialement vis-à-vis d'un processus de société de croissance et de levée de fonds. Voilà, en dehors de ça, un processus de levée de fonds, c'est quelque chose de relativement long, qui commence par définir des objectifs stratégiques et opérationnels, dont la stratégie de la propriété intellectuelle dont parlait Sylvie est une composante absolument essentielle, et qui sous-tendent ensuite des prévisions financières. Voilà, donc il y a déjà un travail de préparation et d'éligibilité sur une levée de fonds qui est très importante, qui se compte en mois, et dont évidemment, dont le premier élément de sortie est un business plan. Hein. Ça, je pense que jusque-là, ça ne vous étonnera pas trop. Avant de passer à la structure du capital et de se présenter en opportunité d'investissement. Où là, on est en train de parler de ce qu'on appelle un infomémo de l'ordre de 50 à 70 pages, et qui détaille absolument le projet dans les moindres détails. Avant ensuite de rentrer dans un processus d'engagement et de négociation avec les investisseurs. Et puis ensuite, voilà, manifestement, il y a une coquille. Ensuite, le cinquième point, qui n'est pas le même que le quatrième, le closing. On va dire que globalement, on est sur un minimum, un processus de 6 mois, et généralement plutôt d'1 an en tout. Voilà. Alors maintenant, si je reviens à effectivement Corporate, qui est la société que je représente maintenant, Corporate est vraiment un leveur de fonds global, dont le savoir-faire repose essentiellement sur sa base de données. Là, je vais dans le sens de Sylvie, qui est constituée d'environ 8500 fonds, monde entier, 10 000 contacts. Voilà, donc on fait du financement a priori grâce à moi au niveau de l'amorçage, mais surtout au niveau des séries A, B et C, pour ce qui est des startups. On fait également des levées de fonds pour les fonds eux-mêmes. Hein. Comme vous savez, les fonds ont des durées de vie limitées. Les sociétés de gestion de fonds créent des véhicules donc à durée de vie limitée et les recréent et se recapitalisent et se refinancent eux-mêmes en fonction des résultats opérés par le fonds pendant sa durée de vie, au cours de son cycle de vie. Voilà, donc on fait des levées de fonds pour les plus petits fonds par des plus grands fonds et pour les moyens fonds par des plus gros fonds, etc. Ce que j'appelle le marché secondaire, là, c'est des recompositions, des restructurations d'actionnariat, de participation à l'intérieur des fonds. Les fonds peuvent se refiler des participations, les clôturer, etc. Faire le ménage. Corporate met également en œuvre une stratégie de partenariat et de deal corporate avec ses propres clients, et également très impliqué dans les transactions immobilières, ce qui, en l'occurrence, n'est pas du tout ma spécialité à moi. Voilà, grosso modo, ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui, et je suis évidemment complètement disposé à échanger et à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, est-ce qu'on a des questions dans l'Assemblée à poser à Sébastien ou des questions à poser à Sylvie sur ces présentations très riches? Dites-nous.
Alors, c'est vrai que c'est des présentations techniques, hein, mais n'hésitez pas. Je vois encore présentation intéressante. Donc, je pense que ça, vous allez les voir et la revoir. Non, pas de questions? Si, moi, j'aurais une question à Sylvie. Suite à, on a discuté la semaine dernière et je suis allée un petit peu regarder. Et j'ai vu aussi qu'il y avait de nouveaux services par blockchain pour la propriété intellectuelle, dont un service qui s'appelle, je l'ai noté, IP, oui. Et oui, voilà, c'est ça. Et c'est nouveau, c'est récent, ça? Non, attends, ils se sont lancés, je crois, il y a quelques années. Ça a été fondé d'ailleurs par un des fondateurs et français, je ne sais plus s'il est encore dedans ou pas. C'est un gars qui était à France Brevet avant, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà. Et au départ, ils se sont en effet lancés dans la traçabilité. Enfin, c'était d'abord une base de données pays, donc une base de données brevets, etc. Après, ils se sont lancés dans tout ce qui était négociation, on va dire, de licences de brevets entre plutôt des grands groupes et supportés en effet par la blockchain, c'est-à-dire tracer, entre guillemets, faire des smart contracts sur tous ces contrats de licence, etc. Et de ce que j'ai compris, en effet, là, ils prennent vraiment un virage, voilà, Oui, comment ils font mettre de la blockchain dans tout ça. de l'eurodatage, en fait, par rapport, voilà, de prendre date, en fait, hein, c'est ça? Ouais, je crois. Après, je connais pas tout à fait leur offre de service parce elle a un peu évolué entre-temps. Donc, à voir, ça peut être intéressant, mais… Mais ils ont l'air de rentrer dans une démarche de démocratisation, en fait, où on peut enregistrer comme ça au fil de l'eau tout ce qu'on crée, en fait. Bah, si c'est ça, ça peut être pas mal. Après, il faut bien voir. Donc, non, je crois que c'est une société américaine. Donc, il faut voir voilà, voilà, c'est quoi les sous-jacents derrière, qu'est-ce que concrètement est déposé, etc. Bah, en fait, de ce que j'ai vu, c'est on fait des fichiers zip, et donc ils n'ont Ouais. pas accès aux fichiers, et donc c'est juste voilà, l'encapsulation dans la blockchain, en fait. D'accord. Parce que je crois que ce qu'ils font, enfin après, voilà, sous réserve, parce qu'il y a Ouais. longtemps que je n'ai pas été voir leur site, mais je pense que c'est surtout pour encadrer tout ce qui va être contrat de partenariat, contrat de licence, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'on apporte concrètement. Je crois que c'est plutôt lié à ça, peut-être que ça a bougé entre-temps. Bah, Et je je crois pense que que ça a bougé, ouais. Ouais. Et je crois qu'en effet, leur vision, c'était vraiment de mettre la blockchain dans tout ce qui était propriété intellectuelle, etc. Mais je ne sais pas si en France, c'est encore bien intégré, parce que je ne pense pas qu'ils travaillent avec l'INPI, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment voilà, deux choses à part. Donc, il faut voir vraiment quelle est la portée de protection. Parce que si vous n'êtes pas sur du titre, on va dire, de propriété industrielle pure et dure, parce que là, c'est plutôt l'INPI, il faut aller voir. Mais si vous êtes sur des choses, on va dire plus du savoir-faire, des choses comme ça, bah, regardez bien avant de prendre un service, de savoir où est-ce que c'est stocké, comment c'est stocké, est-ce que c'est bien encrypté, etc. Pour pas risquer de miser sur le mauvais cheval. Mais a priori, bon, ils sont plutôt sérieux, ils sont bien financés, etc. Mais plutôt américains. Hein, donc, à Stéphane voir, quoi. Stéphane demande quel est le nom de cette société. IP, oui, IPWE. Ah D'accord. non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça? Non, c'est IPIPIP.fr. Ah, alors ça, je connais pas. Attends, IPIPIP. Oui, c'est IPIPIP.fr. IPIP, d'accord. IPIP. IPIP, quoi, en fait. Protéger vos inventions. Alors, je ne connais pas. Donc, en effet, c'est pas IPWI, parce que j'avais ça en tête, mais non, du coup, c'est pas du tout ça. C'est hip plutôt, si je peux me permettre. Oui. IPIP. IPIP, oui, exactement. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça me paraît beaucoup comme ça. Voilà, protéger vos inventions. Et j'ai trouvé ça, enfin, j'ai été étonnée de trouver ça, en fait. Parce que c'est effectivement la blockchain, ça se prête à ça, en fait. Bah ouais, alors du coup, je sais pas. Ok. Je sais pas qui est derrière, donc je vais pas pouvoir me positionner. Sachez toutefois que en général, tout ce qui est propriété industrielle, c'est quand même bien réglementé. Et pour être sûr que ce soit des titres qui soient reconnus par les tiers de confiance qui sont déjà en place, c'est l'INPI, c'est l'OEB, donc l'Office européen des brevets, c'est l'OMPI, hein, l'Organisation mondiale de la propriété industrielle. Ça va vous donner des vrais droits parce qu'il y a des vrais tiers de confiance qui regardent. Là, si c'est de l'eurodata, j'ai envie de dire ça doit être l'équivalent d'une enveloppe solo ou je ne sais quoi, je ne sais pas bien. Ou alors c'est pour tracer en amont. C'est une plateforme de mise en relation. Hein, ça met en relation avec des experts. Donc, Déposer votre marque. Ah oui, d'accord.
redater vos fichiers. Enfin bon, je ne sais pas. Donc du coup, voilà, je temporise mon avis sur, mais je ne connaissais pas. Donc merci déjà d'avoir mis ça en avant. Mais ouais, je connais pas. Mais c'est français, apparemment. Bah oui, c'est français, et puis Ça, c'est sûr. il l'applique pour les bases de données, donc c'est pour ça que je les ai trouvées en fait. Bah, pour les bases de données, ça peut valoir le coup, hein, etc. Moi, en général, moi j'ai un partenaire qui est l'Agence pour la protection des programmes. J'en parle souvent parce qu'ils existent depuis un certain nombre d'années. Il y a aussi de l'eurodatage. Ils sont appuyés sur des technologies qui sont aussi basées en Suisse. Donc, enfin, voilà, le côté sécurité, il est quand même assez bien mis en avant chez eux. Et ils traitent tout ce qui est logiciel et plus si affinité, entre guillemets, donc tout ce qui est base de données, même savoir-faire, ça peut rentrer parce qu'ils ont toute une ligne d'eurodatage, de gestion de version, d'entiercement qui est possible. Donc c'est en général, moi voilà, j'opte plutôt pour eux, mais IPPIP je ne connaissais pas, donc je regarderai plus avant pour voir ce qu'ils proposent. Ça peut être aussi intéressant. Merci. Vous avez d'autres questions autour Alors oui, bonjour Hélène, c'est Faïma à l'appareil. Donc, j'ai pas mis ma caméra, je m'excuse parce que j'ai une bande passante qui est très très mauvaise, donc je préfère que vous m'entendiez plutôt qu'autre chose. Merci beaucoup pour les présentations. Sylvie, j'avais besoin de comprendre, mais peut-être prendre un point en particulier avec vous, les modalités d'intervention auprès des PME notamment dans la phase d'acquisition pour évaluer, valoriser ce que ça peut être la propriété intellectuelle, l'apport à l'entreprise par la suite, voire même dans la phase d'acquisition. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. C'est la phase d'acquisition. C'est-à-dire comment vous intervenez en fait Ah, mais comment j'interviens moi pour… exactement, voilà, pour faire cette valorisation. Alors moi, je disais dans la phase d'acquisition parce que je suis en plein dedans et ça m'intéresse, mais voilà. Ouais. Oui. Alors, moi, j'interviens à plusieurs niveaux. Ça peut être, comme je vous l'expliquais un peu, c'est un peu la stratégie, c'est-à-dire, tiens, c'est quoi mes actifs, j'en fais quoi? Donc, c'est déjà un peu débroussaillé quand il y a besoin. Après, quand il y a vraiment une problématique de valorisation financière, donc mettre un prix sur, j'ai envie de dire, un truc immatériel, hein, on va rester dans le vague. Là, j'interviens justement dans des prestations d'évaluation financière, donc surtout avec mon entité qui s'appelle Finantis Value. Donc là, on analyse de façon assez approfondie ce type, enfin, voilà, soit le brevet, la marque, le modèle, le logiciel, peu importe. On constitue un rapport et en fait, on intervient, nous, du coup, en amont du commissaire aux apports, quand il s'agit d'un apport en nature. Où là, comme le disait Sébastien tout à l'heure, il y a un commissaire aux apports qui intervient pour valider que, OK, la valeur est OK, on peut l'apporter. Parce qu'elle est justifiée. Nous, en fait, on fait ce rapport de justification de la valeur, puisqu'il y a plusieurs méthodes, il y a des normes, etc. C'est pas forcément facile à faire toujours quand on n'y connaît pas grand-chose. J'en suis pas vraiment là, c'est vraiment la part, je pense, la première phase d'analyse, évaluation, pour essayer de voir aussi comment je pourrais les utiliser pour récupérer de la performance derrière, en fait. D'accord, oui, donc c'est vraiment plutôt l'analyse stratégique de ce que vous avez dans le matériel chez vous. Exactement. Oui, là, c'est de l'intervention, enfin, j'ai envie de dire, c'est en prestation de conseil, voilà. Après, on dimensionne un petit peu en fonction de votre société, évidemment, des actifs qui sont en jeu, mais des fois, ça peut être un entretien d'1 heure, ça suffit. Des fois, c'est une demi-journée, des fois, c'est plus. Voilà, c'est à peu près ça, le mode de fonctionnement. Okay. Je m'adapte. Écoutez, on prendra contact alors en aparté pour discuter un peu plus en détail. Merci beaucoup. De rien. Merci Faïmé. D'autres questions supplémentaires pour nos intervenants? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Alors sachez que de toute façon, vous aurez les coordonnées qui seront affichées dans leur présentation qu'on va diffuser sur le site Pinkinov. Donc aucun souci pour que vous puissiez accéder à nos deux intervenants sur des questions particulières liées à vos entreprises. Donc écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, un très grand merci à Sylvie et à Sébastien pour avoir éclairci ce sujet qui est parfois compliqué quand même à comprendre quand on n'est pas dedans, quand on n'a pas cette fibre financière ou en tout cas qui permet de comprendre que tout ce qui est immatériel représente un vrai actif pour l'entreprise et peut permettre effectivement d'avoir du poids lorsque on décide
de lever des fonds, comme l'a expliqué Sébastien dans sa présentation. Merci à tous, en tout cas, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine animation Pinky Nov. Merci à toi, Hélène, d'avoir Merci organisé tout infiniment, ça. merci Hélène.